Bien, je me présente, donc Florent Dumortier, je suis chargé de mission au pôle santé des forêts en Bourgogne-Franche-Comté. Et je présente en collaboration avec Guillaume Favant pour la DTONF de Bourgogne-Franche-Comté une utilisation des données FORDED pour le suivi de la crise sanitaire des résineux dans le Haut-Jura. dans le Jura. L'arc jurassien est impacté par une succession d'aléas climatiques depuis 2018, des sécheresses, tempêtes ou fortes chaleurs. Ces événements ont touché de plein fouet les essences principales du massif, le sapin et l'épicéa. Ces deux essences ont été favorisées par la sylviculture et largement implantées hors de leur optimum géographique. De plus, le massif du Jura est caractérisé par un sol ayant une faible réserve utile, une réserve en eau, et jusque-là peu habitué aux sécheresses. Ce contexte a contribué à la prolifération de scolites comme le typographe sur l'épicéa, générant des mortalités importantes. Et sur le sapin, les mortalités sont également liées à des attaques de scolites du genre Pityocteines ou des pissodes. Ces essences sont également confrontées à des pourriers déracinaires qui les rendent plus sensibles au vent et au stress hydrique. Dès le début de la crise, il a été primordial de localiser et quantifier les zones de mortalité. Un financement du ministère de l'Agriculture a permis ce travail et a contribué au développement de la chaîne de traitement FORDED. Des contrôles de terrain ont permis d'améliorer la fiabilité de l'outil et se poursuivent toujours actuellement. Alors, la méthode FORDED est basée sur l'exploitation de l'évolution dans le temps d'un indice de végétation, le CR-SUIR, au travers des images Sentinelle-2. Les résultats sont produits sous la forme de polygones, qui sont enrichis de la date de détection de première anomalie et du type d'anomalie, faible, moyenne ou forte anomalie, éventuellement sol nu. Ce traitement est réalisé sur le quart nord-est de la France pour cibler les zones à enjeu. Des synthèses communales ont pu être réalisées, elles aident à mieux comprendre l'évolution de la crise. Ici, les secteurs les plus riches en épicéa, notamment le Morvan, les Vosges comtoises, le massif jurassien sont très fortement touchés depuis le début de la crise, les zones de faible altitude, c'est ce qu'on voit à gauche sur l'image, alors que sur l'année 2023, le maximum des atteintes s'est déplacé euh, en altitude sur le massif du Jura. Cette évolution est liée à l'importance de la ressource résineuse non touchée et aux fortes anomalies de stress hydrique sur les années 2022 et 2023 dans le secteur. Fin 2023, la ressource résineuse scolitée sur l'Agrico-Jura est évaluée à 10% depuis 2018, avec une aggravation forte en altitude. Cette donnée est encore partielle, puisque les anomalies, enfin les attaques de 2023 ne se révéleront en totalité qu'au cours du printemps 2024. Sous 800 mètres, la part scolitée est pour le moment considérablement plus importante qu'en altitude. Et depuis 2023, l'actualisation des sorties FORDED est produite tous les 2 mois entre avril et octobre. Cette sortie est diffusée aux partenaires sous la forme de format SIG ou sous la forme d'un atlas PDF. Elle est également mise à disposition sur l'espace collaboratif de l'IGN qui permet une remontée des utilisateurs. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de la chaîne de traitement FORDED ou de la couche OZO qui sert de masque à la production de ces données estivales, sont diffusées par Teia. Je vais laisser la parole à Guillaume pour la suite. Merci Florent. Donc nous, ce qui nous intéressait en tant que gestionnaire à l'Office national des forêts, euh, alors outre le rôle d'alerte, hein, qui peut avoir ces données cartographiques,
c'est également les apports que ça peut nous permettre en termes de pilotage de la crise sanitaire. Il faut voir que la crise sanitaire, elle est d'une ampleur qui est quand même massive, et les conséquences opérationnelles pour nous, elles sont importantes, notamment avec des afflux de bois très très forts, qui en plus sont sur des qualités plutôt inférieures, pas idéales sur le plan technologique, et pas toujours facile à valoriser par nos scieurs locaux. Et du coup, on a besoin d'essayer d'anticiper un petit peu ce qui va se passer, des bois qui vont pouvoir arriver par rapport à des enjeux de commercialisation qui sont extrêmement importants. Je laisse passer la petite slide. Ouais. Alors, donc, on va mixer plusieurs types de données en fait pour faire ça. Bien sûr, les données FORDED, donc, qui sont des couches raster avec des anomalies, raster ou vecteur, peu importe. On mixe ça avec des données qu'on a en interne qui permettent de qualifier un petit peu les peuplements, et notamment de distinguer ce qui est plutôt du sapin et ce qui est plutôt de l'épicéa, qui est une info que l'on n'a pas avec FORDED. Et troisième source de données que l'on met également sont des données qui sont issues d'un réseau de placettes permanentes. Donc voilà, ce qu'on appelle observatoire forestier, mais tout le monde emploie un peu ce terme-là. J'aurai l'occasion de le développer dans la présentation suivante un peu plus. L'intérêt de ces données, c'est qu'on a de la donnée quantitative à mettre sur les surfaces. Alors, il suffirait, dans l'absolu, on pourrait penser qu'il suffirait de mixer ces trois données et on obtient directement des niveaux de capital impacté. C'est malheureusement pas si simple que ça, puisque FORDED a quand même des limites sur son fonctionnement en termes de détection, ce qui fait qu'on est obligé de requalifier un petit peu la valeur de la donnée par rapport à une analyse probabiliste qui fait intervenir différents facteurs. Je ne rentre pas dans le détail puisque c'est un petit peu complexe, mais pour vous donner une idée, un pixel, donc il y a bien sûr les niveaux d'anomalie, faible, moyen, fort, et les pixels, ils peuvent être regroupés ou complètement isolés. Et par exemple, un petit pixel qui est un pixel isolé, qui est en faible anomalie, en fait, il a que 20, il est très évanescent, il va apparaître un moment, il va disparaître, et on considère qu'il a 20% de chance de correspondre à un vrai phénomène de dépérissement pour l'épicéa. C'est moins pour le sapin, 10-15%. Et son extrême opposé, un pixel regroupé de fortes anomalies, là, c'est quelque chose qui est même beaucoup plus stable, qui a une bien meilleure valeur de prédiction. Donc 70-85% pour l'épicéa, 65% pour le sapin. C'est toujours meilleur pour l'épicéa que pour le sapin. Je viendrai sur la raison après. Et voilà, et ce qui nous permet d'aboutir à des estimations de volumes qui sont touchés, donc avec une fourchette, puisque c'est voilà, il y a quand même de l'incertitude derrière tout ça. Donc FORDED, c'est un outil qui est extrêmement utile en termes de pilotage, mais il a des limites qu'il faut bien avoir en tête pour l'utilisateur. Déjà, sur les essences et les peuplements pour lesquels il est pertinent, FORDED, il a été calibré pour les petits CA et pas sur le sapin à la base. Donc c'est un peu normal qu'on a des meilleures prédictions sur le sapin que pour les PCA. Par contre, ça nous intéresse d'avoir l'info sur les deux parce qu'on a des problèmes sanitaires sur les deux essences. Également, des soucis sur la détection qui est plus difficile dans les peuplements mélangés avec du feuillu et du résineux. Donc ça se comprend assez facilement avec la phénologie des feuillus qui est beaucoup plus variable que celle des résineux, et donc des valeurs de réflectance qui ne sont pas du tout aussi constantes dans l'année. Autre point, autre limite aussi assez importante, c'est l'aspect temporel des livrables en fait, qu'on a de FORDED. La prédiction de FORDED, elle est meilleure en période estivale qu'en période hivernale, et ça pour plusieurs raisons. Donc il y a des raisons, les satellites Sentinelle, ils passent plutôt le matin. Ils passent le matin en fait, pas plus tôt, c'est toujours à peu près aux mêmes heures. Et du coup, forcément, on n'a pas les mêmes éclairements qu'on soit en hiver ou qu'on soit en été. Et également, en hiver, on a beaucoup plus d'ennuagement et du coup, des séries d'images qui sont moins facilement exploitables. Autre limite qui est inhérente à la source de données, c'est la résolution spatiale, parce que sur les longueurs d'onde considérées, on a des résolutions de 10 mètres. Et ça, il faut voir que dans des peuplements, alors pas trop âgés, sur des peuplements avec des bois de taille moyenne, on peut vite avoir 3 arbres sur un pixel, en fait. Et du coup, ce n'est pas une résolution à l'arbre.
peut avoir un arbre, par exemple, sur une éclaircie classique, un arbre qui est coupé sur les trois, ça va faire varier la réflectance du pixel, mais en fait, ce n'est pas un phénomène de dépérissement généralisé, quoi. Et au-delà des limites inhérentes un petit peu au modèle, il y a des perspectives d'évolution qui se posent. Il faut voir que pour sortir la donnée, on applique des masques forêts. On ne sort pas la donnée partout sur tout le territoire, mais sur un domaine de validité. Donc là, il y a des choses, on utilise traditionnellement la baie des forêts de l'IGN, mais il y a également d'autres couches, comme la couche CHOSO, qui pourraient être intéressantes. Et oui, parce qu'on a notamment en plaine, on a des choses qui passent un petit peu à travers les mailles du filet qu'on souhaiterait pouvoir récupérer. Également, il y a aussi des choses à pousser par rapport à la compréhension des mécanismes. J'en ai cité quelques-uns, les essences, mais il peut y avoir d'autres facteurs qui jouent sur la qualité de la prédiction. Également, une chose qui est importante, c'est que la période de référence sur laquelle on travaille, donc on considère une période qui est avant crise sanitaire, donc c'est 2016-2018. Donc à partir de 2019, il a commencé à y avoir des dépérissements vraiment significatifs sur le massif jurassien. Il faut voir que là, la crise, elle dure en fait. Et plus elle dure, et plus on ne peut pas remettre trop les compteurs à zéro, mais du coup, on se pose aussi des questions sur cette période de référence qui commence un petit peu lointaine. Et est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas détecter des choses qui ne sont pas tout simplement des variations de la réflectance liées à la croissance des peuplements, à une évolution naturelle, ou même à des opérations de gestion courante, quand bien même elles sont très restreintes sur les peuplements résidents en ce moment. Voilà, on en a fini pour cette présentation, et du coup, un peu de place pour les questions.